Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Charles-Henri Deloy. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Charles-Henri Deloy, écrivain, chroniqueur. Vous publiez l'ouvrage dont on va parler dans un instant, Au bal des facétieux, nouvelle chronique radioactive comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Et puis pour ceux qui aiment le champagne, je rappelle que Charles-Henri Deloy organise une soirée dédicace au 60 rue de Seine à Paris 6e le jeudi 28 novembre à partir de 19h. Donc vous pourrez recevoir vos futurs lecteurs. Voilà, c'est à l'hôtel La Louisiane. C'était l'hôtel d'Albert Cossery. Je ne sais pas si ça parle aux auditeurs, mais... Pas à moi, mais... C'est un écrivain qui a vécu à peu près 100 ans et qui a toujours vécu toujours. Ces dernières années, il a vécu, je sais pas, au moins 30 ans à l'hôtel La Louisiane. C'est un amoureux de Paris, je crois d'origine égyptienne et amoureux de Paris. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais ça sera à l'hôtel La Louisiane. Ce bal des facétieux, vous confiez dans cet ouvrage, oui. Charles-Henri Deloy, être mal à l'aise en ce début de siècle, être un inadapté à la vie contemporaine. Pourquoi, pour vous, notre époque contemporaine est celle des grands mensonges? C'est quoi ces grands mensonges? Déjà, quand on est un peu lucide, on peut être que mal à l'aise, mais c'est un petit peu impensif parce que je pense qu'à toute époque, il y a eu des esprits critiques, des ronchons de ma nature qui n'ont pas été bien dans leur époque. Et en plus, je suis un grand nostalgique. Donc plus je vieillis, moins bien je me porte parce que je regrette toujours l'époque passée. J'ai la chance de garder les bons souvenirs. Donc comme j'ai eu la chance d'avoir une enfance et une adolescence très heureuses, je la regrette forcément. Je suis un petit peu... c'est un petit peu comme Romain Gary, La promesse de l'aube. Vous voyez, je pense que là... Est-ce que c'est pas naturel de préférer sa jeunesse ? Oui, bien sûr. Son on enjolive toujours sa jeunesse, mais vous avez remarqué que l'époque est plutôt à la victimisation. Pour avoir quelque chose à dire, pour écrire un livre, faut avoir été abusé par un curé, violé par son père, avoir subi je ne sais pas quel outrage durant sa jeunesse. Et là, on peut écrire un livre et ça marche du tonnerre. C'est Pascal Bruckner qui a écrit un livre en disant « Je souffre donc j'existe ». On en est tout à fait là. Alors pour revenir à votre question, pourquoi c'était mieux avant, c'est ça ? Non, c'était ces grands mensonges. Ah oui. Vous pensez qu'on est victime de mensonges à notre époque ? Oui, quand même. Tout est quand même un grand mensonge. Je prends l'exemple de la révolution numérique pour nous faire croire que ça pollue pas et que tout se passe comme ça mystérieusement dans les airs, alors que pas du tout. Le numérique est extrêmement polluant. Comme vous savez, c'est des serveurs qui consomment énormément d'énergie et qui, en plus, consomment beaucoup de terres rares, qui nous rendent dépendants de la Chine et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Les gamins dans les mines à poil. Voilà, c'est pas du tout... Là, pour le coup, c'est pas social du tout. Et en plus, ça pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le papier. Et alors, c'est ça, pour moi, le grand mensonge. C'est nous faire croire que, par enchantement... voilà, déjà, après, les grands mensonges, il y en a beaucoup. Sur, là encore, le problème de mœurs, l'avortement comme si c'était quelque chose de banal ou comme si c'était anodin et que les femmes s'en portaient mieux. Je ne connais pas de femmes ayant avorté qui trouvent ça génial. C'est peut-être un droit, mais c'est certainement pas une partie de plaisir. Ouais. D'ailleurs, Simone Veil avait eu l'honnêteté de commencer son discours comme ça. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. Voilà, elle avait commencé par dire... 74. Direct, ouais. La loi est passée en 74, appliquée en 75. Et elle avait commencé par « Je ne connais aucune femme » pour qui l'avortement n'est pas un drame, etc. Aujourd'hui, c'est constitutionnalisé, comme c'est un droit suprême. Vous voyez, tout ça, ça participe au fait qu'on nous fait croire que comment dirais-je, le plaisir de vivre, la beauté du monde... Le jouir sans entrave des 68 heures. Alors voilà, mais le problème, c'est que non seulement
ce sont les mêmes qui ont dit ça donc il y a 40-50 ans, mais qui maintenant sont très peureux, très frileux et qui voudraient protéger leur monde tel qu'ils l'ont rêvé. Oui, parce qu'il y a MeToo qui leur tombe dessus, Voilà. on n'a plus le droit de mettre la main Alors maintenant, c'est l'excès inverse. au panier d'une C'est-à-dire bonne femme. que maintenant, on est pris entre deux monstres qui sont l'islamisation de la société, où les femmes devront porter la burqa, etc. Bon. Et l'espèce de puritanisme anglo-saxon qui nous débarque d'outre-Atlantique et qui fait que on perd l'esprit français qui va de la chevalerie courtoise aux paillardises. Parce qu'on a les deux, Mais quand est-ce que ça s'est arrêté, cette ère, ce moment que vous aimiez? Parce que vous dites c'était mieux avant, mais avant quoi? Eh bien, j'y réfléchis, effectivement. C'est De Gaulle, la fin de... oui, j'étais tout petit garçon. De l'énergie française. Alors, il y a plusieurs entrées. Si on parle de souveraineté, parce que je pense que c'est important pour quand même notre pays d'être souverain. Oui, la perte a commencé avec Pompidou. Alors voilà, bon, elle s'est beaucoup accélérée après, sous Mitterrand avec Maastricht. Et puis voilà, ça a été le coup de grâce, le Maastricht et l'euro, évidemment, dans les années 2000. Donc ça, c'est une façon de dire c'était mieux avant. C'était mieux avant au point de vue judiciaire. Hein. Il y avait quand même beaucoup plus de sévérité jusque dans les années 70. Moi, je suis d'une génération qui a encore connu la peine de mort, et ça ne me choque pas du tout, même en tant que chrétien, qu'on puisse couper le cou de quelqu'un qui a commis des atrocités, parce que ne pas punir le mal, c'est ne pas aimer le bien, et il y a des gens qui méritent, humainement parlant, je parle, la peine de mort. Après, le bon Dieu fera ce qu'il faut. On organise le rendez-vous. Voilà, on organise le rendez-vous avec le bon Dieu, et puis, ma foi, c'est pas incompatible avec la justice, bien au contraire, parce que, après tout, si vous avez commis un meurtre et si vous en avez commis 40, maintenant, vous risquez la même chose. C'est ça qui n'est pas juste. Fin des peines planchées, etc. Et puis, je trouve que la peine de mort était le dernier moyen de donner un tout petit peu de dignité à un assassin. C'était le seul moment où il pouvait retrouver une dignité d'homme. Alors, on l'a vu... Donc c'était mieux avant, à tout ce point de vue. En début d'année, cette crise paysanne, vous dénoncez la volonté délibérée d'ailleurs de nos gouvernants de les abandonner, en tout cas d'abandonner le monde rural. On pourrait même étendre ce rejet à l'ensemble du pays. Comment vous l'expliquez, cette dichotomie entre le peuple et les élites, cette volonté d'effacer ce qui n'est pas parisiano-centré? Alors... est-ce que c'est pas une... Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est du complotisme, mais après tout, l'histoire est pleine de complots. Mais on peut l'expliquer tout à fait philosophiquement, c'est que le paysan est autonome, c'est-à-dire qu'il se nourrit par définition. Il n'a pas besoin de l'État. Ouais. Voilà, il n'a pas besoin énormément de l'État, en tout cas pas pour les besoins de base. Ça ne plaît pas à la société actuelle, puisque vous savez... la société actuelle, ce qu'elle veut, c'est nous contrôler, nous rendre totalement dépendants. On le voit, on peut revenir sur le numérique, on le voit un peu partout. Ce qui fait que le paysan, il est très mal vu. C'est le contraire de ce que veut la société. On verra plus tard ce que c'est que la société, qui n'est pas réellement la société, en fait. C'est une petite élite. Et on le voit, qu'ils sont abandonnés, puisque on ne fait rien pour maintenir... des exploitations viables, parce qu'il faut toujours produire plus pour être dans les quotas avec la PAC, etc., ça complique tout. Le petit agriculteur, où il vend, où il se fait où il s'associe, mais il n'est plus maître chez lui. Et puis c'est comme ça que les fils de paysans, il n'y en a pas beaucoup qui veulent reprendre l'exploitation familiale. Et puis, oui, il y a ce monde de paysans qui souffrent beaucoup du suicide. C'est ça. Ce sont des gens souvent très seuls, en plus. Il y a même une émission pour ça, là, Le bonheur est dans le pré.
L'amour est dans le pré, oui. Le Bonheur dans le pré, c'est le film, très drôle, avec Michel Serrault. Donc, il y a une émission qui s'appelle effectivement L'amour est dans le pré, et qui montre que les pauvres paysans ne trouvent pas l'âme sœur. Et ça se voit, les commerces s'en vont, les services publics désertent les villages. Moi, je connaissais encore une poste par village. Aujourd'hui, c'est terminé. Et quand vous avez une poste dans un bourg, elle ouvre 2 demi-journées par semaine. Les petites lignes ont été fermées. On n'a jamais autant privilégié, soi-disant, les transports en commun, vous savez, comment on appelle ça, la circulation douce, le vélo, ça. Mais ça, c'est bien joli pour les bobos à Paris. Mais quand vous avez 40 km à faire en pleine campagne, tout le monde n'est pas capable de le faire à vélo. Et puis, c'est complètement idiot, parce qu'une mère de famille, elle ne va pas transporter ses 3 enfants sur un vélo. Donc, bien sûr qu'il faut des voitures. Vous savez, on les empêche de conduire leur voiture puisqu'on ne veut plus de diesel. Et puis, les petites gares ferment. Enfin, on voit bien qu'il y a une volonté d'abandonner, comme on dit maintenant, les territoires. C'est la fin d'un monde, et vous soulignez aussi l'avènement prochain d'une gouvernance mondiale. Est-ce que vous pensez que c'est ce projet de gouvernance mondiale qui entraîne la société vers l'abandon de tout ce qu'on a connu ? Oui, parce qu'elle pousse vers la ville, de toute façon. Alors, il y a un mouvement naturel pour le travail, puisque, évidemment, le travail se trouve le plus souvent en ville, et puis maintenant que tout le monde veut faire des études, on fait croire aux jeunes qu'ils peuvent tous devenir des prix Nobel. Alors, il faut forcément avoir Bac plus 5 au minimum. Mais quand on voit le niveau des bacheliers maintenant, ça me fait doucement rigoler. Moi, je ne me trouvais pas bon en orthographe et j'ai une maîtrise de droit. Quand je vois maintenant les jeunes qui ont des masters, je me trouve très, très doué en orthographe par rapport à eux. Donc là, je me dis quand même une baisse de niveau scolaire. Donc pour en revenir à votre question, oui, bien sûr qu'on pousse à une gouvernance mondiale, ça se voit dans tous les domaines. Le moyen le plus efficace, ça a été cette nouvelle religion de l'écologie, en nous faisant croire que c'est la fin du monde tous les matins. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on nous bassine. Religion toute puissance et totalitaire, à vos yeux. Ah oui, totalement totalitaire, c'est redondant. Le Premier ministre Barnier a fixé parmi 2 objectifs l'urgence budgétaire et l'urgence climatique. C'est ça. J'aimerais bien savoir ce qu'il peut faire pour changer le climat. En France, en tout cas, je crois qu'on est assez irréprochable en matière de... Ce qui ne sert strictement à rien. Parce que l'Inde et la Chine, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est pas sur 0,5% du territoire. Oui, c'est pas avec un tri sélectif qu'on va sauver l'humanité. Non. Et puis, quand je dis totalitaire, c'est vérifiable. Par exemple, vous, je ne sais pas si vous prenez des bains ou des douches, mais c'est très mal de prendre des bains. Paraît-il. Parce que ça consomme trop d'eau. Je n'ai jamais vu un régime politique entrer à ce point-là dans l'intimité des gens. Et c'est ça le totalitarisme. C'est rentrer dans l'intimité des gens. Donc, vous interdire de conduire seul. Maintenant, vous savez que pour prendre Mais qui rentre dans la vie des gens, Charles-Henri Deloy ? Puisque vous nous dites, en fait, le pouvoir n'est plus entre les mains des politiques. Alors, qui contrôle ? Qui nous oriente vers cette gouvernance mondiale ? Alors, les politiques sont responsables, mais ils ont délégué leur pouvoir. Ouais. Non, ils ont délégué leur pouvoir aux financiers et aux immenses groupes techniques, les fameux GAFAM. Vous savez que les GAFAM, à eux seuls, ont plus que le budget de plusieurs pays au monde. C'est faramineux. À eux seuls, ils pourraient égaler un pays comme la France. Racheter des pays, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu inquiétant, parce qu'en plus, ils ne sont pas légitimes d'un point de vue politique. Ils sont certes légitimes. Démocrates. Alors, je suis démocrate quand ça m'arrange, quand le peuple est d'accord avec moi, cher monsieur.
Mais c'est une autre question. Mais en tout cas, on parle justement de démocratie, on en a plein la bouche, mais elle n'a jamais été aussi faussée. Parce que vous ne connaissez plus les visages des gens qui ont vraiment le pouvoir, qui sont en fait dans ces sociétés. Alors, Georges Marchais, que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, qui parlait des multinationales. Les multinationales. Bien sûr, taisez-vous Al-Kabash. Voilà, et bien, il avait tout compris. Alors bien sûr, c'était le temps de la guerre froide, et pour nous, c'était le grand Satan, les soviétiques, on disait à l'époque. Mais n'empêche que il avait compris que il parlait d'immigration sans se faire insulter de raciste à toutes les lignes. Voilà, le Parti communiste, on l'a connu avec les bulldozers qui défonçaient les foyers Sanakotras, parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient piqué le boulot des ouvriers français. Et d'ailleurs, on parlait, c'est pareil, le fait qu'il n'y a plus d'usines. Quand les paysans n'avaient pas assez de terre à donner à leurs enfants, ils avaient encore les usines. Il y en avait beaucoup encore en France. Il n'y en a plus. Bon. Le grand, comment il a dit, notre président, le réarmement industriel, on l'attend. Alors vous en prenez quand même un petit peu aux Français, vous dites qu'ils sont devenus pétochards, soumis face aux humiliations d'un pouvoir aux abois. Comment vous expliquez la docilité des Français ? C'est épouvantable parce que je croyais que... La crise sanitaire a joué là-dedans ? Oui, c'est malheureux, mais c'est le constat que j'ai fait parce que franc, comme vous savez, ça veut dire libre. Oui. Et pour moi, le français était réputé, à juste titre, pour être râleur, toujours contre ceux qui sont pour et toujours pour ceux qui sont contre. Et je me suis aperçu, oh là là, pendant la crise sanitaire, pétochard, mais alors ça a été fait en sorte. Oui. Ils ont eu peur, on leur a fait peur aussi. On a le droit d'avoir peur. C'est un instinct de survie, c'est nécessaire, et de temps en temps, c'est bien d'avoir peur. Bon. Mais alors, accepter des conneries du style de prendre un café avec le masque debout, sans le masque assis, ou vice-versa, c'était Jacques Addy. C'était ça. Je ne sais plus si c'était... Voilà. C'est qu'il faut quand même être... il y a de quoi rire ou pleurer, je ne sais pas, mais c'était ubuesque. Et là, vous voyez, je me suis dit... Quand même, je suis très déçu, parce qu'il y avait eu la crise des Gilets jaunes quelques mois plus tôt, où je me suis dit, bon... Les Français n'ont jamais accepté de se faire cornaquer comme ça, comme des kleps. On leur dit, il faut faire la promenade 1 heure par jour et rentrer chez vous, coucou panier. Je me suis dit, quand même, ils vont peut-être un peu se révolter. Ah non. Vous savez, je me suis fait dénoncer parce que j'avais pas le masque dans une rue déserte. Je croise un clampin qui m'a insulté parce qu'à 10 mètres de lui, j'avais pas le masque. Mais il a pris son portable, il était prêt à appeler la police. Je promets que c'est vrai. Dans le métro, je me souviens d'être assis, il n'y avait personne, il y avait juste un monsieur au compartiment à 5-6 mètres. Il m'a regardé, il me dit « Monsieur, votre masque, c'est le nez dans le masque !» J'avais le malheur d'avoir le masque sous le nez. Alors, je disais en moi-même, parce que c'est un pétochard, il ne va pas me faire de mal, puisqu'il suffit que je l'enlève pour qu'il ait peur. Et ça n'a pas loupé. Je lui dis, très bien, le masque, je l'ai enlevé, il est sorti à la station d'après, tellement il avait la trouille. Il avait la trouille. Bon, je me suis dit, là, franchement... Là, on est dans l'irrationnel total. On est mal. Mais les Français aussi souffrent de cette solitude, vous dites. Oui, ils sont de plus en plus seuls. On fait en sorte d'isoler les gens les uns des autres. Oui, ça se ressent tous les jours. On voit bien. Déjà, la famille est éclatée. Les gens, je sais pas, ils se marient au bout de 5 ans, ils divorcent. C'est la garde alternée. Les enfants vivent sans père. Sans père et sans repère, comme on dit, mais c'est vrai. Et... avec le numérique, les gens sortent plus de chez eux et sont rivés à l'écran. Ils n'ont plus besoin d'interagir avec leurs congénères, puisqu'il y a BFM qui vous prend en charge et C'est ça, la soupe balance sa sauce, c'est affreux. Moi, j'observe beaucoup les gens dans la rue, dans les transports. Ils sont rivés. Alors ça, c'est maintenant que c'est le portable. Et en plus, je me disais, ils écrivent des choses très intelligentes. Pas du tout, ils font des jeux complètement crétins. Donc, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Et parfois, dans la rue, quand je vois une jolie fille en train de marcher comme ça, la tête
la tête dans son portable, je reste immobile et j'attends qu'elle me tombe dans les bras. Elle revient, oh, pardon monsieur. Je dis, mais c'est rien. Et puis tout de suite après, elle revient sur son... un jour, elle se fera écraser. Mais je veux dire, les gens deviennent autistes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus à l'écoute de... vous voyez, moi, ça passé aussi... Oui, c'est le passage du virtuel au réel. Ils sont dans de la troisième dimension, il leur faut un choc pour les réveiller, quoi. C'est ça. Alors, vous voyez, bon, comme je passe pour un vieux ronchon réactionnaire, je me souviens d'un jeune type, là, qui était avec ses écouteurs et avec son portable, donc il était complètement fermé à l'extérieur, et qui me fait... Hé, monsieur, il faudrait peut-être vous ouvrir sur le monde. Et c'est drôle, quoi. De tout. Le mec, il est complètement fermé sur lui-même et c'est lui qui me dit ça. Ouais. Enfin bon, et d'ailleurs, les antidépresseurs et les médicaments se vendent bien en France. Je crois qu'on est le premier pays consommateur au monde, oui, anxiolytique. Donc, c'est qu'il y a quand même un petit souci à se faire. Et puis on a perdu Un Français sur 5 souffrirait de troubles mentaux, c'est ce que M. Barnier a déclaré. Il voulait s'attaquer au problème. C'est bien, il est lucide. Mais malheureusement... On peut peut-être commencer par l'Élysée. Mais... Oui, voilà. Alors, vous tapez aussi sur le féminisme. Comment une femme devient-elle féministe? Est-ce qu'une femme naît féministe? Non, elle le devient. C'est bien, vous avez bien lu. Oui, mais vous savez, il y a plusieurs époques du féminisme. Il y a eu le féminisme des suffragettes pour le droit de vote. Bon, après, le féminisme des années 70 pour le droit à pilule, à l'avortement, etc. Bon, très bien, tout ça, c'est bon. Le problème, c'est que maintenant, on a un troisième étage où, de toute façon, vous savez bien qu'il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes. Il faut être... transgenre, c'est le fameux LGBTQR+. J'ai jamais su plutôt ce que ça voulait dire que le plus. Donc on peut ajouter ce qu'on veut. Il y a une infinité en fait de genres. Voilà. On peut être une licorne qui mange du blé. Alors, L, lesbien, LG, c'est quoi? Lesbienne, gay, bi, trans. Q, c'est quoi? Queer. Alors queer, c'est quoi? C'est les gens... Je ne sais plus. Moi, je suis dépassé. Il y a le QR code, il y a le queer+. Bon. Ouais. Et alors je me suis rendu compte qu'en effet, il fallait surtout pas retrouver sa vraie nature. Là aussi, c'est un grand mensonge, parce qu'on n'arrête pas de parler de nature et d'écologie, mais les écologistes sont tous sauf écologistes. Ce sont les premiers à promouvoir ce genre de théorie navrantes. Ce sont les premiers, en fait, à ne pas respecter la vie, mais ils se prétendent défenseurs de la vie. Donc, vous voyez, là aussi, c'est un grand mensonge de l'époque. Eh bien... Oui, tuer un chevreuil, c'est plus grave que tuer un fœtus, oui, quoi. Tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est la Constitution, cher monsieur. Vous n'êtes pas quand même aller contre les droits constitutionnels. Enfin, voyons... Oh, un peu de dignité, vous avez, alors, le féminisme de combat classique, Simone de Beauvoir, tout ça, des intellos. Vous savez, les intellectuels, qui déjà... se trompe pas mal, parce que soi-disant, la femme aurait toujours été une victime. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est... Oui, moi, j'avais pas l'impression que ma grand-mère était une victime, ni les grands-mères des autres, d'ailleurs. Moi non plus. Très souvent, on disait la maîtresse de maison, et c'était pas pour rien, parce qu'à la maison, tel que gouverner. Bon. Mais il faut surtout pas dire qu'une femme, bien sûr, doit être... à la maison. À la maison. Oh là là, au foyer, c'était terrible, c'était épouvantable. Bon. Et alors, il y avait cet aspect-là, et puis surtout, non, mais plein de bêtises, comme quoi c'est l'Église qui aurait mis un boisseau sur les femmes. Alors que c'est idiot, puisque particulièrement chez les catholiques, je vous apprends rien en disant qu'il y a quand même le culte de la Sainte Vierge, et que les femmes, jusqu'à même la dernière pécheresse, Sainte Madeleine, qui était une prostituée, qui est devenue une sainte. Bon, et puis on a plein de saintes à vénérer. Et le général des armées célestes. C'est ça. C'est pas rien comme poste. Bon. Hein. Et puis on sait très bien que c'est quand même les catholiques qui ont inventé le mariage institutionnel pour comment assagir la tendance un petit peu, comment dirais-je, papillonnaire des hommes. Hein, parce que je pense que l'homme, la nature du mâle a toujours été
polygame. Et bon, il fallait un petit peu réfréner ses ardeurs. Les hommes sont faits pour le célibat, les femmes pour le mariage. Voilà, alors, non, mais c'est surtout que les hommes peuvent procréer autant qu'ils veulent. Les femmes, ça dure quand même 9 mois. Bon, donc, avec des souffrances. Donc, l'instinct du mâle, c'est d'aller courir un peu partout. Et l'Église a dit stop, maintenant vous allez vous occuper de vos femmes jusqu'à la mort. Et voilà, ça vous évitera de les abandonner et d'aller en prendre une plus jeune. Alors, donc, on entend cette notion de crise économique, en tout cas, moi je l'entends depuis que je suis né il y a 40 ans. Et vous dites que la crise, elle est d'abord plus morale qu'économique. Alors, vous dites qu'il faut redonner de l'espoir. On n'avait pas terminé avec le féminisme, parce que j'ai peut-être un peu long, mais je termine comme ça en disant les féministes d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec leur grand-mère, puisque les féministes d'aujourd'hui, en fait, elles ne veulent surtout pas qu'on les traite de femmes ni d'hommes. Elles sont une espèce de troisième sexe, mais en tout cas, elles détestent les hommes. Ça, alors là, vous êtes coupable. Je ne sais plus qui a dit... on ne peut plus rien pour elle. Qui a dit tout homme est un violeur en puissance. Ouais. C'est aussi stupide que de dire toute femme est une voleuse ou une menteuse en puissance. Mais là, c'est épouvantable de dire ça. Bon. Donc, vous voyez, on en est là. C'est vraiment la guerre des sexes. Enfin, voilà, bon, sinon, parce que là, ça devient vraiment malsain parce que ça divise un peu plus la société. C'est-à-dire vous avez les pauvres contre les riches, et les civils contre les fonctionnaires, vous avez les jeunes contre les vieux, maintenant vous avez les femmes contre les hommes. Vous voyez, donc c'est toujours diviser la société. Et alors sur cette crise morale, vous dites qu'il nous faut de l'originalité, de la spiritualité et de la facétie justement, puisque c'est le titre de votre ouvrage Au bal des facéties. Oui, c'est une liberté intellectuelle et puis au moins... j'allais dire, elle nous protège. Elle nous protège contre l'aridité d'un monde automatisé avec l'intelligence artificielle, sans originalité. C'est faire preuve un peu d'insouciance, vous voulez dire ? C'est dur. Moi, j'essaye, mais malheureusement... Mais il faut éteindre sa télé. Oui, il faut éteindre sa télé, il faut lire les bons auteurs, il faut lire Le bal des facétieux, il faut lire les bons ouvrages. Mais, vous êtes attaché au style, en tout cas. En tant qu'écrivain. Oui, bien sûr, oui. Le style, c'est l'homme. Le style avant tout. Vous pouvez parler de tous les sujets parce qu'il n'y a pas de mauvais sujets, mais on va différencier un écrivain selon son style. Donc, c'est ça qui compte. Au bal des facétieux, nouvelle chronique radioactive à retrouver sur la boutique de TV Liberté par M. Cariguès de Olmeta, qu'on a déjà évidemment reçu à TV Liberté, et donc dédicace 60 rue de Seine, Paris 6, jeudi 28 novembre. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.